Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de Pareto, Planning for a Better Life. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Nous sommes aujourd'hui le 29 janvier. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Arnaud Huard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans votre nouvel épisode, DeepSeek bouleverse les marchés. Elle est la preuve que l'Europe a encore une carte à jouer. Moi, je pense qu'on n'est pas en retard en Europe. Nous vous expliquerons pourquoi. Ensuite, Bard-de-Wever veut lisser l'indexation des salaires de 4 à 12 mois. Une mesure qui ferait du bien à nos entreprises. On est maintenant à un handicap salarial vis-à-vis nos trois pays voisins d'à peu près 12%. Pour finir, Peter de Keyser viendra nous parler du Forum économique mondial et des nombreuses critiques sur ce dernier. Z sur 7 à la une. La déferlante DeepSeek n'en finit pas de bouleverser les marchés. Elle ouvre de nouvelles perspectives dans un secteur que l'on croyait réservé aux États-Unis. Sa popularité soudaine permet à l'Europe d'espérer se repositionner sur le marché. Axel Leguet, expert chez Nexova. Ce que DeepSeek semble nous apprendre, parce qu'il faudra encore valider tout ça, c'est qu'en fait, un saut technologique est possible. Donc, c'est-à-dire entraîner des modèles plus gros, plus rapidement. Et donc, c'est toujours une opportunité pour l'Europe, mais même au-delà, parce qu'on a ouvert une nouvelle voie technologique. Malgré des acteurs comme le français Mistral ou l'allemand Aleph Alpha, les 27 peinent à rivaliser sur le marché de l'IA grand public. L'Europe se distingue pourtant dans des domaines spécifiques tels que l'intelligence artificielle médicale. Pourtant, notre continent peine à rendre ses innovations visibles. Axel Leguet. L'Europe expose peut-être un peu moins ou d'une façon un peu plus traditionnelle. Peut-être que c'est ça qui nous donne cette impression de retard en intelligence artificielle. Et donc, en termes de compréhension, moi je pense qu'on n'est pas en retard en Europe. Et pour rivaliser avec DeepSeek et ChatGPT, l'Europe a beaucoup à apprendre du phénomène chinois. Axel Leguet, encore une fois. L'Europe, elle demande une IA qui soit éthique et vertueuse et respectueuse de l'environnement. Donc évidemment, si on entraîne plus vite et que ça consomme moins d'énergie, c'est bien pour le règlement européen. DeepSeek est la preuve que la performance ne s'achète pas forcément à coups de milliards et dans ce contexte, l'Europe a encore une carte à jouer. Z sur 7 à la une. Bard-de-Wever veut soulager les entreprises. Il veut lisser l'indexation des salaires sur 12 mois plutôt que 4. Pour nos entreprises, cette mesure est vue comme une bouffée d'oxygène. Édouard Rosens, économiste en chef à la FEB. On est maintenant à un handicap salarial vis-à-vis nos trois pays voisins d'à peu près 12%. Et donc on voit quand même des pertes de parts de marché de l'ordre de 8% en 2022 et de 6% en 2023. Donc c'est urgent d'y remédier. Alléger les entreprises en réduisant leurs charges salariales. Cette mesure pourra donc diminuer la pression salariale. Étienne de Galatais, économiste. En lissant sur 12 mois plutôt que sur 4, on permet aux entreprises de mieux se préparer. Elles ont entre guillemets 8 mois de plus pour faire face à un emballement des salaires si nous devions reconnaître un épisode comme en 2022. Selon un rapport du Bureau fédéral du plan, ce lissage sur 12 mois pourrait offrir un cadeau aux entreprises de près de 820 millions d'euros sur 2 ans. Du côté de l'État, l'effort serait de courte durée. Étienne de Galatais. Du point de vue des pouvoirs publics, c'est un effort parce que si on retarde l'indexation, c'est des salaires qui augmentent moins, c'est donc des cotisations sociales qui ne sont pas perçues, des impôts qui ne sont pas perçus et donc de moindres rentrées pour les pouvoirs publics qui devront compenser. C'est donc un certain effort, mais une fois encore, un effort limité dans le temps puisque ce qui n'est pas donné sous forme d'indexation sera in fine donné sur le marché du travail, principalement au travers de cette fameuse marge salariale. Pour les travailleurs, il faudra aussi se serrer la ceinture, mais la pression sera de courte durée. Z sur 7 à la une.
Le lancement d'Ariane 6 le 26 février est un sujet de conversation à la 17e conférence spatiale européenne qui se tient à Bruxelles en ce moment. Le lanceur européen compte mettre en orbite un satellite d'observation militaire et des entreprises belges font partie de ce projet. Maxime Deschamps, porte-parole de Belspo. C'est une très bonne nouvelle pour les entreprises belges. La Belgique est une industrie spatiale importante et plusieurs entreprises belges sont impliquées dans le programme Ariane 6, comme par exemple la Sonaca, la SAPCA, TASB ou le Centre spatial de Liège. Le lancement d'Ariane 6 marque aussi une étape importante pour l'indépendance spatiale européenne. Une trop forte dépendance de l'Union européenne aux États-Unis, à l'Inde ou à la Chine pour ses opérations dans l'espace représente un risque non négligeable. Maxime Deschamps, encore une fois. Pour continuer à se développer, l'Europe a vraiment besoin d'un accès autonome à l'espace et donc aujourd'hui les programmes Ariane 6 ou Vega C par exemple sont des programmes qui permettent de rendre à l'Europe son indépendance dans l'accès à l'espace. États-Unis, Chine et Inde investissent massivement dans l'industrie spatiale. Le secteur en Europe demande des efforts budgétaires accrus pour faire face à la concurrence des autres continents, surtout dans un contexte géopolitique plus dangereux. Sans efforts budgétaires sérieux, l'industrie spatiale européenne risque de connaître des délocalisations. Les grands acteurs du secteur appellent à une nouvelle politique européenne de l'espace. Z sur 7, les dessous du pouvoir. Peter de Keyser, économiste et entrepreneur, fait le lien entre entrepreneuriat et politique. La semaine dernière, le Forum économique mondial s'est tenu à Davos, en Suisse. Cependant, amis et ennemis reconnaissent que ce sommet a besoin d'une remise à zéro. En effet, les critiques fusent et Peter de Keyser va répondre à nos questions. Tout d'abord, qu'est-ce que le Forum économique mondial ? Le Forum économique mondial, ou World Economic Forum, est une plateforme essentielle où les dirigeants du monde des affaires, de la politique, des universités et d'autres secteurs se réunissent pour discuter des questions économiques mondiales, des avancées technologiques et des défis sociaux. Il facilite le dialogue au-delà des frontières, ce qui est vital dans un monde de plus en plus interconnecté. Il s'agit également d'un groupe de réflexion qui organise des études et conférences régionales sur différents thèmes. Il tente aussi de stimuler la réflexion autour de certains thèmes. Par exemple, ils ont également une présence numérique très étendue où ils essaient d'aider le débat public et la prise de décision par le biais d'études, de chiffres et d'opinions. Et aussi le réseautage et influence. Davos, ou le Forum mondial économique, est un lieu de réseautage où l'on peut conclure des accords, former des partenariats et influencer l'élaboration des politiques mondiales. Ensuite, pourquoi ces critiques ? Aujourd'hui, les critiques fusent. Ils ont présenté comme si le World Economic Forum voulait imposer une vision mondialiste au reste du monde. Ce n'est pas le cas. Au mieux, le World Economic Forum a été un enfant de l'ère du temps. En même temps, le Forum économique mondial représentait l'ère de la mondialisation. La mondialisation signifie que nous commercions de plus en plus les uns avec les autres, mais aussi que les pays, les grandes entreprises, travaillent ensemble pour relever les grands défis. Ces dernières années, la mondialisation a été de plus en plus critiquée, mais la mondialisation est un concept flou. Qui la défend ? Le Forum économique mondial était particulièrement visible et donc la cible de nombreuses critiques. Cette époque semble désormais toucher à sa fin. Vous voyez l'élection de Donald Trump avec son America First, mais aussi le Brexit ou l'élection de partis nationalistes à travers l'Europe. Dans le même temps, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis augmentent et l'invasion de l'Ukraine se poursuit. Nous nous dirigeons vers une ère où l'intérêt personnel, les considérations mercantiles, les frontières fermées et le nationalisme seront plus répandus. Le discours du président Trump à Davos la semaine dernière semblait aller à l'encontre de tout ce que Davos représentait. La nature apparemment élitiste de Davos et le fait qu'il tente ouvertement de fixer l'ordre du jour ont également fait l'organisation une cible de critique. Et pour finir, est-ce toujours d'actualité ? Et y a-t-il encore un avenir pour ce type de réunion ? Bien sûr, il y a encore de la place pour ce type de réunion. Les entreprises vont toujours vouloir continuer à discuter entre elles et avec les décideurs politiques pour savoir d'où vient le vent, quelles sont les politiques à venir, comment les entreprises peuvent aider. C'est de tout temps. Le monde regorge de conférences et de tables rondes, souvent organisées par un groupe de réflexion ou une organisation internationale.
Pensez à la COP sur le climat, mais aussi à la conférence de Munich sur la sécurité ou au Forum économique mondial à Davos. Réunir des personnes autour d'idées est toujours beaucoup plus recruteur que de simplement venir voir la conclusion ou la signature d'un contrat. La collaboration entre les entreprises, les gouvernements et les pays restera d'actualité. Les entreprises et les pays veulent continuer à se connecter et à travailler en réseau. Tout le monde veut avoir de l'influence, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'un parti politique, d'un pays ou d'une organisation internationale. Cela ne changera pas. Nous verrons probablement de nouveaux formats émerger pour gagner de l'influence. Nous nous dirigeons peut-être vers des sommets plus décentralisés, ce qui est également une bonne nouvelle pour un petit pays comme la Belgique ou une région comme la Flandre ou la Wallonie. Il ne s'agira plus de réunir le monde entier, mais plutôt de travailler de manière plutôt régionale. Une combinaison de pays et d'organisations. Un grand sommet à Paris, à Mar-a-Lago avec Donald Trump ou à Riyad avec Mohammed bin Salman. La voie est ouverte pour que les pays s'influencent eux-mêmes par le biais d'initiatives plus modestes. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Nous arrivons déjà à la dernière rubrique de ce podcast. Comme dans chaque épisode, un expert boursier nous aide à comprendre et interpréter les tendances actuelles des marchés. Aujourd'hui, c'est Olivier Colsoul, stratégiste chez AG Insurance, qui vient nous éclairer. On en parlait dans ce podcast, l'arrivée de DeepSeek a bousculé les grands acteurs des marchés. Les marchés ont été pris au dépourvu. Alors l'arrivée, je dirais, soudaine de ce nouveau concurrent chinois, DeepSeek, qui développe une application d'assistant d'intelligence artificielle un petit peu à la mode de ChatGPT, mais avec un coût de fonctionnement de développement beaucoup plus faible que pour les concurrents américains. Et bien ça, en fait, c'est un peu de nature à remettre en cause le business model d'une entreprise comme Nvidia, qui développe des puces haut de gamme à utiliser en grand nombre pour générer une grande puissance de calcul, mais aussi qui sont fort énergivores. Et il ne faut pas oublier non plus que Nvidia, elle a profité essentiellement de l'engouement que l'intelligence artificielle a connu par des dépenses qui lui ont été favorables. DeepSeek remet en question les échelles et dynamiques de business model que proposent les grandes entreprises du marché de l'IA, et Nvidia n'est pas seule à être impactée. Oui, tout à fait. Donc en fait, la correction boursière qu'on a connue hier, elle a été quand même pas tous azimuts, mais elle a été sélective puisqu'elle a touché bien entendu Nvidia et aussi toutes les entreprises qui gravitent un petit peu autour. Alors le Nasdaq, lui, a plus fortement chuté, par exemple, que le S&P 500, alors que le Dow Jones clôturait dans le vert. Et parmi alors les 7 valeurs magnifiques, puisqu'on souvent se réfère à celle-là, bien entendu, Nvidia a plongé. Dans son sillage, je dirais que Google et Microsoft ont été aussi relativement impactés. Par contre, Apple et Meta ont progressé. Et puis alors les 2 autres valeurs que sont Amazon et Tesla sont un peu moins concernées par ce qui se passe. Alors aujourd'hui, je dirais que les investisseurs ont un petit peu repris leurs esprits et un certain calme est revenu. En effet, on ne s'attendait pas à ce que les 7 valeurs magnifiques puissent être impactées autant. Et il est encore trop tôt pour savoir si c'est un événement game changer. C'est quand même un petit peu tôt pour savoir exactement quelles vont être les conséquences. Alors Nvidia, bien entendu, je dirais cette bonne guerre féliciter DeepSeek pour ses avancées technologiques, mais elle rappelle que son carnet d'ordre est très bien fourni et que pour développer les modèles d'intelligence artificielle, il faut beaucoup de puces et de semi-conducteurs. Pour sa part, le patron de OpenAI, Sam Altman, lui, en tout cas, il remet en cause le fait que les avancées futures en matière d'intelligence artificielle pourraient être moins chères à produire, parce qu'il estime aussi que la puissance de calcul est un élément central. Et alors, on voit aussi un petit peu des questionnements autour de cette application DeepSeek sur sa performance réelle, sur son coût d'utilisation aussi réel. Est-ce qu'on a bien communiqué tous les chiffres? Et aussi une question peut-être par rapport à l'acceptabilité que pourraient avoir les clients occidentaux. Et donc les experts vont sans doute avoir un petit peu de temps pour pouvoir un petit peu y voir plus clair en la matière. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Béatrice, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain? Demain, vous retrouverez la rubrique à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête et un journaliste en dévoile les coulisses. Mais vous retrouverez également vos analyses quotidiennes sur le monde économique. En attendant,
Restez à l'écoute de l'astuce de Pareto sur les donations. 1 minute pour faire fructifier et sécuriser votre patrimoine. En collaboration avec Pareto. Le saviez-vous, une donation peut être libre ou cadenassée. En effet, quand nous souhaitons effectuer une donation, 2 possibilités s'offrent à nous. La première, qui est la plus simple, est de dire aux donataires, aux personnes qui reçoivent, voici un immeuble, voici une certaine somme d'argent, et c'est pour vous. Vous pouvez dépenser, investir, c'est votre histoire, et moi, le donateur, je ne récupérerai plus jamais une partie de cet investissement. Seconde famille de donations que nous pouvons envisager est une donation dans laquelle nous allons cadenasser le contenu au donataire. Nous pouvons très bien dire à quelqu'un, eh bien je te donne un immeuble, je te donne une certaine somme d'argent, mais libre à moi de continuer à contrôler cet immeuble ou cette somme, de continuer à gérer et éventuellement, voire même à accéder à une partie de la donation. Vous voulez sécuriser votre avenir fiscal et patrimonial ? Contactez Pareto.